J'ai pas de retour. On te voit bien, il n'y a pas de souci pour l'instant. Est-ce que le partage d'écran a réussi ou pas? Oui, C'est bon? oui, c'est bon. Je peux J'ai démarrer? des retours où tout le monde me dit qu'on te voit, donc vas-y, il n'y a aucun On me souci. voit en plus, donc c'est super. Donc voilà, à nouveau bonjour hein, à tous ceux et celles qui ont fait l'effort d'être là aujourd'hui pour un sujet que je trouve vraiment intéressant et certainement déterminant, non seulement pour le reste, la suite de cette histoire de Covid-19 et aussi certainement pour l'humanité tout entière, comme l'a bien démontré Olivier avec ses questionnements ouverts sur justement ce qu'on constate en Afrique, comme tu le disais si bien. Et si la clé, si la clé venait de l'Afrique, et je pense aussi qu'en matière d'entrepreneuriat féminin, il y a des clés, il y a aussi des modèles, il y a des réponses, il y a de l'inspiration. Moi qui suis vraiment dans cette démarche pour révéler les femmes inspirantes, il y a de l'inspiration qui vient certainement des femmes en Afrique qui ont un rapport à l'entrepreneuriat qui est totalement différent. Et donc vraiment, mon intervention, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc concerne justement cet impact sur leur dynamisme, sur leur leadership. Et je vais aborder donc trois volets là-dessus. Premièrement, je vais nous rappeler que l'Afrique est quand même championne du monde en matière d'entrepreneuriat féminin. Et ça, c'est très important. L'Afrique a beaucoup de leçons à nous donner. Nous avons vraiment besoin de nous inspirer de ce modèle. Après, on verra bien, on se pose bien la question, est-ce que c'est un entrepreneuriat de besoin ou pour qu'est-ce? Mais en tout cas, cette démarche est ancrée dans l'ADN des femmes africaines. La deuxième partie que j'aborderai, c'est justement concernant l'impact de cette crise sanitaire sur le dynamisme de ces femmes et ce qu'il faut en retenir. Alors, je vais commencer par quelques chiffres, parce que c'est important d'avoir des notions claires là-dessus, concernant l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le continent africain, près de 20% des femmes sont salariées, alors que pratiquement 24% d'entre elles sont impliquées dans le processus entrepreneurial dès l'instant qu'elles ont l'âge de travailler. C'est vraiment quelque chose qui est enclenché de façon automatique pour pratiquement un quart des femmes en Afrique. Il faut aussi savoir que sur le continent africain, 62% de la production est générée par les femmes. 62% de la production des biens économiques, je parle au niveau du continent, est générée par l'activité entrepreneuriale, qu'elle soit formelle ou informelle, des femmes d'Afrique. Et je vais vous parler du TAE, donc le taux d'activité entrepreneuriale des femmes en Afrique. Donc le taux d'activité, c'est le pourcentage de femmes compte tenu du nombre de femmes sur le continent africain. Alors, ce taux d'activité entrepreneuriale, donc la dernière étude date de 2017. Pour l'Afrique, il était à l'époque de 27%, ce qui en faisait déjà le continent le plus dynamique en termes d'entrepreneuriat féminin. À la même époque, en Europe, le taux était de 6% et dans le monde de 11%. Voilà. Donc, les chiffres ont énormément évolué, même s'il n'y a pas encore d'études, puisque par exemple en France, il n'y a pas le calcul du taux d'activité entrepreneuriale des femmes n'est pas fait en 2017, il n'est pas fait non plus depuis. Par contre, nous voyons une montée de l'entrepreneuriat féminin en France, surtout grâce aux dispositifs tels que l'auto-entreprise, qui a vraiment boosté l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, pratiquement 40% des micro-entreprises sont créées par des femmes. Donc, il y a un dynamisme qui est en train de se mettre en place, mais c'est beaucoup plus récent par rapport à ce qui est déjà enclenché. Comme je disais, l'entrepreneuriat est une histoire d'ADN au niveau de la femme africaine. Elle n'est pas dans un apprentissage d'un processus, c'est un processus qui est en elle et qui est enclenché quasi automatiquement. Nous sommes en train de démarrer là-dessus. C'est vrai que l'essor est très fort en France, mais nous avons encore beaucoup de choses à apprendre par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Concernant toujours ces chiffres-là, il faut aussi savoir que pour l'année 2016, encore une fois, j'ai pris les chiffres, les derniers chiffres recensés, l'entrepreneuriat féminin représentait entre 250 et 300 milliards de dollars américains de ressources au niveau de l'Afrique, soit environ 12 à 14% du PIB du continent. C'est énorme. Il y a un vrai impact direct sur l'économie. Ce n'est pas une activité marginale, c'est une activité pilier. Ce qui est aussi super important vraiment d'avoir à l'esprit, c'est
au niveau du leadership et du mental de ces femmes entrepreneurs en Afrique. Parce que 90% de leurs revenus est réinjecté dans l'économie, réinjecté dans l'éducation, dans la santé, dans leur communauté. Concernant cette posture et ce leadership des femmes, ce réinvestissement, nous avons en face de ces femmes les mêmes hommes sur le continent africain qui réinvestissent entre 30 et 40% en moyenne dans leurs revenus. Donc, il y a vraiment d'un bout à bout cette position et cette posture pilier, cette posture fondamentale de la femme entrepreneur en Afrique. Et je dis bien aussi bien au niveau des entreprises formelles et informelles, parce qu'on le sait, elles ne sont pas toutes forcément enregistrées, mais elles sont dans cette dynamique-là. Alors, j'ai aussi voulu parler de cette disparité, puisque l'Afrique, c'est vraiment une diversité. Il y a divers pays, donc la moyenne est de 27%, mais dans des pays tels que le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, le TAE est de plutôt de 8%, et nous avons aussi des pays qui sont encore plus dynamiques que les autres, tels que l'Ouganda, en Zambie, au Nigeria, nous avons 38, 40, 42% pour le Nigeria de taux d'activité entrepreneuriale au niveau des femmes. Donc ça est très, très important. Nous avons des modèles, nous avons comment dirais-je, de l'avance en Afrique dans ce domaine. La question est donc de savoir, par rapport à cette avance, par rapport à cet apport, par rapport à cette posture clé des femmes qui ont compris leur rôle, leur impact, quelle est aujourd'hui leur donne, qu'est-ce que ça a changé, voilà, on a bien compris, comme je le disais tout à l'heure, qu'au niveau sanitaire, oui, l'Afrique s'en sort bien, mais au niveau économique, au niveau du dynamisme entrepreneurial de ces femmes qui ont un rôle clé, un rôle pilier, quel est le résultat? Et je dois avouer qu'il y a des choses un petit peu qui me venaient à l'esprit, auxquelles je pensais lorsque j'ai commencé à échanger avec elles, et j'ai quand même été surprise sur certains éléments, et je pense que vous aussi, il y a de quoi vraiment rentrer dans une très, très grande réflexion. Parce que cette crise est un élément qui va pouvoir, je pense, révéler beaucoup de choses. Et il faudra certainement prendre de nouvelles positions, de nouvelles décisions à l'issue de cette crise. Donc, comme je vous l'expliquais, j'ai enclenché une enquête, aussi bien formelle qu'informelle, tout simplement parce qu'il y a des personnes avec lesquelles j'ai échangé. Puis il y a des personnes aussi qui ont répondu à un sondage que j'ai comment dirais-je, publié entre le 17 avril et le 6 mai. Donc, c'est tout récent, c'est vraiment à chaud, puisqu'on est en pleine crise. Tout ce qu'on vit est tout neuf, hein, donc tout cela un peu à chaud. Il l'a bien dit, Olivier, à plusieurs reprises. Voilà, il faut être prudent. On n'a pas toutes les données. Donc, aujourd'hui, les informations que je vais donner, c'est en fonction de ce qui m'a été, ce que j'ai eu comme retour. Donc, j'ai eu 37 réponses de femmes africaines qui sont en Afrique et qui ont leur activité, leur entreprise en Afrique, concernant leur réalité avant le Covid, pendant le Covid et surtout comment est-ce qu'elles se projettent après et quels sont leurs besoins. Donc, concernant les questions que je leur ai posées, avant d'arriver là-dessus, je vais d'abord parler des pays, des femmes qui m'ont répondu. Les sondés étaient donc principalement donc, de Côte d'Ivoire et surtout, moi, j'ai eu une grande tranche de femmes qui sont d'Abidjan précisément, donc de Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu San Pedro, Boisflé que je ne connaissais pas, Soubré, voilà, et surtout Abidjan parce qu'en fait ce sont des femmes qui font partie de mes contacts. Ensuite, le Bénin et le Sénégal, ce sont en fait les trois pays, donc Côte d'Ivoire, Bénin et Sénégal, qui ont répondu massivement. Donc bien évidemment, ça donne un aperçu peut-être un peu tronqué, mais en tout cas, ça donne quand même une idée de ce qui se passe sur le terrain. L'activité de ces entrepreneuses sondées, principalement, elles sont dans tout ce qui est mode, beauté, mais aussi dans l'import-export, dans le commerce, dans le coaching et le conseil, dans des commerces alimentaires, des restaurants et aussi dans la communication et l'événementiel. Je leur ai demandé si elles avaient des salariés pour savoir justement quel était l'impact économique par ricochet. Et donc, pour la plupart d'entre elles, donc il n'y avait pas, ou alors un seul salarié, donc très peu de salariés, une seule avait à 10 salariés. Et donc, on voit très bien donc, que ce sont encore une fois des petites structures, donc des personnes qui sont seules et qui peuvent être
en tout cas se sentir isolé, parce que c'est souvent ce que vivent les solopreneurs. Quand je suis seule dans mon activité, je peux me sentir isolée. Et donc, j'ai forcément besoin de soutien. Ma réalité est différente lorsque j'ai une équipe, lorsque j'ai plein de salariés, lorsque j'ai des filiales. Ce n'est pas du tout la même chose lorsque je suis une petite entité, une micro-entreprise, comme c'est le cas de ces femmes. Concernant leur, comment dirais-je, le soutien qu'elles apportaient à leur famille avant la crise. Excusez-moi. Donc, avant cette crise, 95% d'entre elles m'ont dit être un soutien pour leur famille, c'est-à-dire qu'elles avaient les moyens donc, de vivre de leur activité et d'aider aussi leur famille. De façon plus informelle, beaucoup d'entre elles m'ont aussi dit qu'elles recevaient aussi du soutien financier ou alors des envois qui venaient de membres de leur famille en Europe. Et donc, elles se rendent compte aujourd'hui qu'elles ne bénéficient plus de cela puisqu'il y a eu cette fermeture des frontières. Et donc, je leur ai demandé aussi quel était l'impact de leur soutien pendant cette crise au niveau de leur famille. Donc, je vais revenir dessus tout de suite. Donc, pendant cette crise, ce qui est intéressant, c'est de savoir que en fonction de l'activité et en fonction aussi du mental, de la façon dont l'entrepreneur a vécu la crise, eh ben, il y a eu une décision prise sur son activité. Les retours ont montré que certaines ont diminué, ont vu leur activité diminuer, d'autres ont carrément arrêté leur activité, et puis certaines ont quand même malgré tout vu un développement malgré la crise. Et donc, celles qui ont vu cette diminution, c'est une grande majorité, pratiquement 64% des femmes, 23 sur 37 m'ont dit avoir simplement vu leur activité diminuer. Elles n'ont pas arrêté leur activité, mais cela a diminué. Il faut aussi savoir que le confinement n'est pas total pour toutes ces villes, et donc du coup, il y a quand même un semblant de vie économique, et donc elles ont quand même vu une diminution de leur activité. Très peu d'entre elles ont effectivement, puisqu'il s'agit de moins de 20%, ont arrêté leur activité. Mais ceci étant, en échangeant avec elles, et là on est encore dans des informations informelles, elles m'ont dit avoir arrêté l'activité, non pas parce qu'elles avaient eu le temps de voir une diminution de leur activité, mais tout simplement parce qu'elles avaient été affectées. Et tout simplement, elles avaient été dans un repli sécuritaire parce qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait. Donc voilà, l'activité pendant la crise pour bon nombre de ces femmes a quand même été touchée, a quand même été freinée à cause de ce Covid. Et du coup, concernant le soutien qu'elles apportaient à leur famille ou au village, en tout cas, le soutien qu'elles apportaient, il y a directement un impact. Seulement 4 sur 37 ont pu, donc moins de 10%, ont pu continuer à soutenir comme avant. Quand je vous disais tout à l'heure, l'implication dans la vie sociétale au niveau de toutes les sphères, que ce soit la santé. Alors, j'ai un écho. Vous n'êtes pas très concentré. Alors, je crois qu'il y a un micro. C'est bon? Et donc, oui, donc cet impact, il est immédiat, il est direct. Il est direct. Leur activité peut se développer automatiquement. Il y a ce vase communicant, il y a ce ricochet, il y a en cascade des résultats. Cette activité est freinée et étranglée par des mesures, parce qu'en vérité, c'est cela, ce n'est pas le Covid en lui-même qui affecte, hormis la dimension psychologique, mais qui affecte l'activité en elle-même. C'est vraiment tout ce qu'il y a comme, comment dirais-je, mesures prises qui freinent de manière générale l'activité du pays et de manière encore plus spécifique l'activité de l'entrepreneur. Donc, uniquement moins de 10% ont pu, en tout cas aujourd'hui, peuvent, comme avant, soutenir leur famille. Et elles me disent que justement, si ça dure, alors ça va être aussi compliqué pour elles, parce que pour le moment, elles n'ont pas de résultats. Et donc, vraiment, il faut vraiment comprendre qu'elles sont touchées de plein fouet. Elles sont touchées de plein fouet. Elles sont freinées dans leur élan. Et justement, par rapport à ça, leur posture m'a énormément touchée parce que avant d'être inquiètes uniquement pour elles sont inquiètes pour leurs proches, elles sont inquiètes pour le continent, pour le dynamisme. Elles ont compris leur rôle et ça, c'est très, très important.
les principaux domaines de leur activité touchés, enfin, les principaux domaines, comment dirais-je, les principales mesures qui ont touché leur activité, donc ce sont les mesures qui concernent tout ce qui est démarche, donc elles ne peuvent plus bouger, elles ne peuvent plus faire toutes les démarches qu'elles faisaient auparavant. Donc, cela est vraiment important. Elles ont été affectées par rapport à ça et aussi dans leur trésorerie. Beaucoup m'ont dit ne pas avoir de fonds de roulement qui leur permettrait de tenir longtemps. Donc, la trésorerie leur a permis de tenir encore un peu, mais ça a été affecté directement. Le fait de ne pas pouvoir justement continuer à vendre, à rencontrer leurs clients, à prospecter, la fermeture des frontières qui empêche l'import-export, toutes ces mesures, en fait, ont vraiment été pour elles comme des couperets. Et il y a aussi une chose qui a été mentionnée, c'est qu'elles m'ont dit que non seulement donc, les frontières sont fermées, donc le commerce ne peut plus se faire comme avant, mais surtout, ça a eu comme effet de faire augmenter de manière générale les prix des produits en local. Et cela aussi, hein, ce sont des choses pour lesquelles elles n'étaient pas prêtes en termes de trésorerie. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout, moi, ce qui m'a touchée, c'est que ces femmes, donc, elles sont isolées dans leur problématique. Et aujourd'hui, il n'y a eu aucun gouvernement au niveau de ces trois pays qui a mis en place des solutions, des réponses. Elles ont entendu parler de choses, mais en tout cas, elles ne sont absolument pas mises en place actuellement. Et surtout, elles n'ont pas le sentiment que ça tienne compte de leur situation spécifique en tant que femmes entrepreneurs, solopreneurs en Afrique aujourd'hui. Et lorsque je leur ai demandé quels étaient leurs principaux besoins, j'ai été vraiment surprise de voir que malgré la trésorerie qui leur manque, malgré l'impact financier immédiat de ces mesures sur leur activité, elles m'ont surtout tout dit. C'était déjà le même cri avant le Covid. Les études prouvent que déjà avant le Covid, ça a fait des années que les femmes entrepreneurs disent qu'elles ont besoin de formation. Elles ont besoin de matériel et de connexion. Vous savez quoi, aujourd'hui, plus que jamais, avec cette crise, ces besoins sont exacerbés. La formation, je dirais même l'information, parce qu'il y a plein d'informations qu'elles ont eues avec un décalage énorme. Le matériel nécessaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir continuer leur activité et surtout la connexion. Elles m'ont même dit qu'il serait temps de réfléchir à des solutions qui leur permettraient d'être connectées sans l'Internet classique. Il y a forcément des solutions. Et donc, vraiment, oui, elles ont besoin d'aide financière, elles ont besoin de soutien financier, elles ont surtout besoin de moyens pour continuer leur activité, de moyens pour continuer à se développer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Mais c'était déjà cela. C'était déjà cela auparavant. Et j'insiste sur la formation, parce qu'il faut savoir justement qu'en Afrique, beaucoup d'entreprises féminines sont peut-être informelles, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est comme je le disais, c'est dans la culture. Et surtout, beaucoup de femmes n'ont peut-être pas eu la possibilité d'avoir une scolarité très poussée. Alors, ce que ça a comme résultat, c'est que pour lancer son activité, il n'y a pas forcément de grandes difficultés. C'est vraiment un principe sociétal, un principe qui est dans leur culture. Mais pour pouvoir faire face aux crises, il faut aussi avoir suffisamment de connaissances en termes de management, en termes de leadership, en termes tout simplement peut-être techniques, de trésorerie, en termes de gestion, dans tous ces domaines-là, et surtout aussi pour pouvoir développer leur activité. Elles ont ce désir d'expansion. Lorsqu'on leur demande justement quels sont leurs principaux besoins, ben voilà, il y a cela aussi, le besoin de moyens pour l'expansion. Elles veulent aller plus loin, elles veulent être encore plus utiles dans leur village, dans leur commune, dans leur foyer et au niveau du continent. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, qui m'a énormément touchée, vous savez, en ce moment en France, à 20 h, on applaudit le personnel soignant et c'est une bonne chose. Il n'y a pas que le personnel soignant. Hein. Je regardais les éboueurs qui continuent leur travail. Enfin bref, il y a plusieurs métiers cachés aux métiers peu estimés qui sont peut-être mis en lumière aujourd'hui. Et je crois qu'il en est de même pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Ces femmes souffrent de ce qu'elles soient le poumon
qu'elles soient vraiment le pilier de l'économie et du développement de leur pays sans pour autant être forcément reconnues. Elles ont besoin d'être entendues. Elles ont l'impression que tout ce qui est pris en place comme décision, comme action, n'est pas vraiment, correspond pas vraiment à leur réalité. Elles ont besoin de valorisation, de considération et de soutien. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai retenu, ce sentiment de ne pas être vu, de ne pas être vu à sa juste valeur. Et cette chose, c'est encore plus exacerbé dans ce contexte qui isole encore plus les petites entreprises, les petites entrepreneurs, ce que j'appelle les solopreneurs. Donc vraiment, en tout cas, c'est ce message-là, c'est ce que j'ai reçu le plus de ces femmes qui ont besoin de cette reconnaissance au niveau du gouvernement, au niveau de certaines décisions, au niveau de certaines lois en leur faveur, pour leur permettre d'agir comme elles l'ont toujours fait, d'œuvrer et de soutenir elles-mêmes l'économie du pays, le développement du pays, la santé. Parce que oui, tu parlais, Olivier, du fait qu'il y avait ce souci pour accueillir les patients, mais effectivement, ces femmes, ce sont elles qui financent le domaine de la santé. Donc, si elles sont freinées dans leur élan, si elles ne sont pas aidées, soutenues, si elles ne sont pas valorisées, surtout en ce moment où psychologiquement elles sont affectées, alors justement, c'est tout le développement du domaine de la santé qui va être touché. Donc, lorsque ces femmes, l'entrepreneuriat féminin est mis en berne, je crois que c'est le continent tout entier qui est mis en berne. Et comme c'est vraiment un continent modèle sur lequel nous avons les yeux fixés en matière d'entrepreneuriat féminin, donc c'est vraiment le monde entier qui est concerné. Et lorsque on va prendre des mesures pour pouvoir aider, accompagner et valoriser l'entrepreneuriat féminin en Afrique, c'est le continent tout entier qui va en bénéficier et c'est le monde tout entier par ricochet qui va lui-même être dynamisé par le continent africain. Je vais terminer par deux petites phrases en conclusion. La première, elle est de Felwine Sarr, qui est un économiste et écrivain sénégalais, qui explique que la crise sanitaire, en tout cas c'est sa pensée, c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique de mobiliser, de rassembler, de mobiliser les intelligences, excusez-moi, de rassembler ses ressources. Mais vraiment, pour lui, c'est une opportunité. Une opportunité. Et ça me parle tellement. J'expliquais un petit peu mon activité, mon travail en général au sein de Getro Consulting et aussi au niveau de mon réseau de femmes aspirantes. Dès l'instant que cette crise a été enclenchée, j'ai mis en place un programme que j'ai appelé le programme Weiji. Weiji, c'est un mot mandarin qui veut dire crise et opportunité. Le Wei veut dire crise et le Ji veut dire opportunité. Parce que pour le chinois, dans la crise se trouve l'opportunité. N'est-ce pas? L'opportunité est dans le cœur de la crise. Et c'est souvent, premièrement et avant toute chose, une question de posture mentale, une question d'approche et de vision, au-delà de la situation. Et donc, je retiens cela en disant que cette crise sanitaire, ça peut être une opportunité historique pour pouvoir non seulement rassembler, immobiliser donc toutes les ressources scientifiques, digitales dont il parle, mais aussi cette force incroyable, ce levier incroyable qu'est l'entrepreneuriat féminin. Ça va être une opportunité, aussi bien en Afrique que dans le monde, de laisser sa vraie place à la femme leader, à la femme entrepreneur, qui a ce désir et cette capacité d'amener une vraie valeur ajoutée au niveau de l'économie du pays, au niveau de l'économie mondiale. Et je vais terminer simplement en rappelant des faits. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Le magazine Forbes a publié un article le 13 avril expliquant tout simplement que les pays qui ont mieux géré, n'est-ce pas, cette crise, ce sont des pays qui sont dirigés par les femmes. Je ne vais pas rentrer dans des débats là-dessus. Donc, OK, je vais simplement finir sur cette petite phrase en vous disant, en nous rappelant que soutenir l'entrepreneuriat féminin, soutenir le leadership féminin, c'est soutenir tout simplement une nation. Parce qu'une nation, elle est constituée d'hommes et de femmes. Et donc, il faut aussi laisser cette place que la femme est capable de prendre, capable de tenir, pour pouvoir développer, pour pouvoir dynamiser le pays. Ça est vrai de façon générale, c'est encore plus vrai au niveau du continent africain. Donc voilà mon message aujourd'hui. Une vraie réflexion devrait être enclenchée. Moi, je vais continuer mon étude pour savoir comment est-ce qu'on peut aider ces femmes. Comment est-ce qu'on peut justement, en matière de formation, leurs demandes sont claires. Elles ont cette lucidité. Qu'est-ce qu'on peut amener comme réponse? Là où peut-être ici, on met en place des webinaires, il y en a partout.
Il y en a partout. Il y a toutes sortes d'accès simplifiés à la formation et qui peut être, et, comment dirais-je, un peu méprisé, galvaudé. Là-bas, ça a de la valeur. Nous avons des choses que nous pouvons partager pour pouvoir soutenir et développer l'entrepreneuriat au niveau de ces femmes. Donc vraiment, en tout cas, la réflexion est ouverte. Moi, je me suis engagée auprès d'elle et je m'engage à nouveau publiquement à continuer de collecter les informations pour avoir cette possibilité de travailler collectivement à une réponse précise, à une aide précise face à leurs besoins exprimés. Donc voilà mon intervention du jour. Super, Merci à tous. merci beaucoup Muriel, merci beaucoup Olivier, c'est vraiment très intéressant, à tel point qu'on a pris un peu de retard, je m'en excuse, mais voilà, ça nécessite vraiment de prendre le temps, je pense, pour aller en profondeur. Alors, on a déjà beaucoup de questions, on va directement Alors, passer… je vais juste enlever mon partage. Oui, oui. On va donc du coup passer à la phase des questions-réponses. Donc, continuez à en envoyer. On en a quelques-unes déjà que je vais partager. On va pouvoir y répondre. Mais voilà, continuez sur Facebook et sur Zoom à nous envoyer des questions. Alors, la première question, je pense, s'adresse surtout à Olivier. Elle vient de Carmen qui demande l'état des lieux date de quand? Donc, juste un mot, hein, donc je ne peux que confirmer ce que dit Muriel. Donc, c'est vrai que d'une façon générale, les hommes et les femmes ne se révèlent pas dans le succès, mais quand il y a une crise ou un échec, donc là, je pense que l'Afrique a tous les atouts et les femmes africaines ont tous les atouts pour se révéler à ce moment-là. En termes médicaux, je me fie beaucoup en fait à la femme africaine parce qu'elle, qui est fédératrice des soins de santé du domaine sanitaire, domaine économique, et donc je parle souvent à cette femme. Et enfin, ce qui est vrai, très correct dans le monde, un peu moins de testostérone, ça ne fait pas de mal, et ça permet de circuler, et les idées de circuler un peu mieux, et d'éviter que ce fichu virus circule de nouveau. Bon, alors, concernant l'état des lieux, eh ben, l'état des lieux, il date il y a 2 jours, il est mouvant, donc il est tout frais. J'ai encore rechangé en fait les chiffres. J'avais envoyé, et grâce à mes collègues africains, j'ai les chiffres et je n'ai pas voulu vous les donner, d'une demi-douzaine de pays tous les jours. Ils m'envoient les bulletins officiels enfin des différents pays africains. Donc, il y a quelques jours, c'est tout frais. Ça va modifier. Si je refais la même chose la semaine prochaine, j'aurai réactualisé les chiffres. Voilà. D'accord, super, merci Olivier. J'ai une autre question de Jean-Marie qui nous demande comment l'OMS valide et valorise pour le futur proche la qualité de la recherche scientifique africaine afin qu'elle passe au premier plan pour les maladies correspondant à son propre environnement. Moi, je pense qu'il ne faut rien attendre de qui que ce soit quand on fait les choses. Je pense que quand on veut faire les choses, on les fait. Donc, l'OMS, on connaît, c'est une institution étatique. On a vécu dans le monde, en France et ailleurs, une vision technocratique, centralisée, jacobine. Maintenant, ça suffit vraiment. J'engage tous les chercheurs africains, tous les médecins africains, tous les entrepreneurs africains de faire les choses et les gens viendront par la suite. Pour avoir participé à plusieurs éléments, je crois que le monde d'après-Covid, c'est plus le monde d'avant. La technocratie bloquante, neutralisante, c'est plus possible. Donc, faites les choses et ils vous rejoindront. Parfait. J'ai une autre question de Jean-Marie encore. Oui, c'est toujours sur l'OMS. Pourquoi clairement l'OMS ne valide pas et attribue immédiatement les brevets et autorisations AMM des médicaments bio des chercheurs africains faisant actuellement des effets bénéfiques sur le Covid-19 et le paludisme? Toute la recherche scientifique, elle est basée, quand vous allez voir un médecin, vous essayez pas avoir son avis comme ça, son opinion. L'avis doit être autorisé à partir d'études. Et on vous bâche, on vous explique, on vous rebâche que les études doivent être faites de façon particulière. C'est-à-dire que ni le médecin, ni le patient ne doit savoir ce que vous donnez. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y a des choses, la plupart des études ne sont pas prospectives vers l'avant, mais rétrospectives concernant ces médicaments, et que l'OMS, qui est un organisme de supervision, ne peut pas valider des choses qui ne sont pas scientifiquement démontrées, avec toute la limite que ça passe. Et je suis d'accord, la difficulté, c'est que l'épidémie est en train de passer,
On validera peut-être des médicaments un peu tard. Mais c'est ainsi que se fait la science. Heureusement ou malheureusement, c'est ainsi. On doit procéder de cette façon. C'est le modèle scientifique qui est comme ça. Ok, bah, ça répond à une de ces troisièmes questions, donc je vais pas la poser celle-là. J'ai Ken Murray qui demande: Bonjour, la précision de l'analyse étant la clé pour le bon diagnostic et la formulation d'hypothèses, les statistiques Covid-19 sont-elles fiables dans tous ces pays? Alors, j'ai discuté la discussion inhérente, c'est-à-dire la confiance. Est-ce que les Africains ont confiance dans leur système de soins? Est-ce qu'ils ont confiance dans leurs médecins? Est-ce qu'ils ont confiance dans leur structure? J'ai dit en préambule la chose suivante, que c'est dépendant des tests de dépistage. D'accord? Et on n'a pas fait le malin. Je ne crois pas que les Occidentaux doivent faire le malin, puisque la capacité qu'on a à faire des tests, il y a 2 mois, était plus que modeste. Elle était même minable par rapport aux Asiatiques. Donc aujourd'hui, le nombre de cas déclarés en Afrique, encore une fois, j'ai dit dans la présentation qu'elle ne peut pas être prise pour argent comptant, parce qu'elle est dépendante en fait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les médecins africains savent bien faire, qu'il y a des éléments cliniques, des éléments radiologiques qui permettent d'orienter vers la pathologie. Ils font la déclaration comme ils peuvent, mais s'il y avait des formes très graves, à moins que ça soit un scandale étatique dans chaque pays, on le saurait. Et là, force est de constater que là, le plus important, les formes graves et sévères, c'est-à-dire les gens hospitalisés, il n'y en a pas. Après qu'on ait minoré les chiffres dans la population générale, tout à fait correct, mais c'est à mon avis des formes peu ou pas symptomatiques. Et la question qui ramène, c'est pourquoi ce virus ne circule pas plus. Il doit circuler, mais il n'y a pas de forme grave. C'est ça le problème, le point essentiel. Il n'y a pas de forme grave déclarée importante. Ok, parfait. J'ai des questions pour Muriel, je pense. Une question de Anna qui dit: De façon générale, savez-vous si les ETI et les PME en Afrique ont bénéficié d'aides financières ou sanitaires de leur État? Alors, de façon générale, oui, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Bien évidemment, il y a une diversité, des choses qui ont été mises en place pour les entreprises. Maintenant, concernant mon sondage, l'approche est différente parce qu'il s'agit vraiment de petites structures qui, elles, à ce jour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses en cours, mais en tout cas, à ce jour, n'ont pas encore pu être soutenues et aidées. Mais de façon générale, non seulement chaque pays d'Afrique a mis en place des plans de soutien, d'aide financière, et donc ce n'est pas remis en cause, hein, c'est effectivement en place. Alors, je n'ai pas forcément toutes les informations chiffrées pour chaque pays, mais oui, tout à fait. De façon générale, c'est fait. Il y a pas, c'est pas seulement en France qu'il y a eu cet élan, en tout cas pas seulement dans les pays d'Europe, c'est dans les pays d'Afrique qu'il y a eu ce souci de soutenir l'entrepreneuriat. Okay. Et deuxième question de Anna. Muriel, avez-vous personnellement accompagné ces femmes pendant la crise? Alors que la crise est encore en cours, j'accompagne encore ces femmes. Je les accompagne dans le cadre de mon réseau de femmes inspirantes. Donc, j'accompagne ces femmes, je les accompagne bénévolement, aussi bien en matière de coaching, en matière d'atelier, en matière vraiment d'action spécifique. Par exemple, là, je viens de façon un petit peu spontanée de mettre en place un groupe qui aide les femmes à mettre en place leur plan d'action à court terme pour pouvoir gérer leur entreprise pendant cette crise. Et donc, pour le moment, ce sont des femmes de la Côte d'Ivoire qui font partie de ce groupe. Donc oui, personnellement, je les accompagnais avant, sous un aspect totalement différent, dans un contexte différent. Aujourd'hui, je les accompagne encore. Et la grande différence que cela aura pour moi, c'est que je vais certainement encore plus m'impliquer parce que j'ai été interpellée sur des données dont je n'étais pas forcément consciente auparavant. Donc, du coup, voilà, c'est la seule chose qui va changer. Ça va être mon implication qui va être certainement plus poussée et qui va durer dans le temps au-delà de cette crise. Mais bien évidemment, l'accompagnement est là. Parfait, ben, merci beaucoup. Il est 12h20 et je vois qu'on n'a plus de questions. Alors, ben, je vais vous remercier, Muriel, Olivier et tous ceux qui se sont donné la peine de nous suivre aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir.
On reviendra évidemment avec des sujets qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur les diffusions de nos différents webinaires. Pendant ce temps, ouais, j'essaie de parler pour voir s'il n'y a pas de questions qui arrivent entre-temps. Oui, il y a Ken Murray qui a une question qui s'adresse plutôt au club efficient, je pense. La solution à ce problème ne pourrait-elle venir du fonds d'investissement de la diaspora proposé en étude par le club efficience il y a 1 an ou 2 déjà? Alors oui, je me permets de répondre. Étant du club efficience, je pense qu'effectivement, ce sont des solutions qui sont inclusives, puisqu'on parle d'un fonds de et par la diaspora. Je vous invite à nous contacter directement pour vraiment rentrer dans les détails de ce fonds d'investissement au sein du club efficience. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des solutions à mettre en place. Il n'y a pas d'autres questions? Bah, parfait. Merci Olivier, merci Muriel. Merci, merci à toi pour la confiance, merci pour cet honneur qui en tout cas, m'a accordé de partager ce qui me passionne et ce qui est aussi mon moteur. Et puis, merci à tous ceux qui ont fait fi du 8 mai pour être là. Merci et bon appétit. Merci. Au revoir. Au revoir Olivier. Cyril, au revoir Olivier. Oui, un petit mot pour finir. Juste encore merci de participer et encore merci au Club Efficience, surtout dans une journée un peu difficile comme aujourd'hui, férié. Je reste évidemment à disposition de tous, hein, s'il y a des questions à poser concernant tous les sujets. Je suis disponible pour toi et pour les membres du club, par mail, par téléphone, par ce qu'ils veulent. C'est important. Et puis, j'aimerais bien avoir le suivi, parce que tu sois rapporteur du suivi de ce qui va se passer dans l'avenir, parce que c'est quand même important, hein, c'est quand même très important. Et j'espère qu'on ne s'est pas trompé aujourd'hui. Voilà. Super, ce sera le mot de la fin. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.